Bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le monde du profilage avec Nadine Touzeau et un représentant digne de l'armée, le général André Cousteau, où quand le profilage rencontre le monde de l'armée et vice-versa. Alors, on va donner la parole, honneur aux femmes, à Nadine Touzeau. Comment l'armée et le profilage peuvent parfois se rencontrer et travailler ensemble? Est-ce que c'est déjà arrivé? Depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux? Si ce n'est pas trop indiscret. Non, non. Bonjour à tous. On ne se connaît peut-être pas depuis très longtemps et je ne sais pas exactement depuis quand, mais on s'est tout de suite apprécié puisqu'on partage les mêmes valeurs. Le profilage est complémentaire avec tous les métiers, en fait, quasiment, puisque c'est un métier qui est transversal et qui travaille sur l'humain et évidemment la défense et sécurité. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir être dans le prédictif. Et d'être dans le prédictif et la sécurité humaine, c'est d'être capable d'anticiper ce qui peut se passer. Ça fait partie de notre métier. Donc, il m'est arrivé en effet de travailler avec des militaires à une époque où on était un petit peu moins sous emprise, tel ce que l'on vit en ce moment avec tous ces corrompus qui nous dirigent. Et donc, l'idée, c'était de leur permettre de gagner et en vie et en temps. Voilà, donc, parce que de profiler les personnes, comme j'ai la capacité de profiler très rapidement, je suis réputée pour ça. Donc, en quelques secondes, je peux faire des profils extrêmement longs et complets. Souvent, je fais des profils très rapides comme ça en discussion ou dans des vidéos ou même par écrit, ça peut m'arriver. Mais pour mes clients, c'est extrêmement long et complet ou sur des missions, c'est de toute façon long et complet. Et de fait, je donne toutes les indications et les éléments, ce qui permet de peaufiner la stratégie, la tactique dans des opérations diverses et variées. Et donc même de sauver des vies, voire de gagner du temps. Ce qu'on disait au COS à une époque, je n'ai pas été officiellement, je ne suis pas rentrée au COS officiellement au centre des opérations spéciales, mais je devais entrer avant cette fameuse affaire de 2013 où nous avons fait une émission ensemble avec Ronald et toi-même, Stéphanie. C'est sur mon droit de réponse. Donc, j'ai travaillé pour eux, gracieusement, et ils m'ont dit tu nous as mis en 10 minutes sur la table 6 mois de travail à plusieurs personnes. Voilà, ça résume exactement comme ça on fonctionne. Donc, on est censé travailler ensemble. L'armée n'est pas toujours avisée de la façon dont un profiler travaille, ou en tout cas moi, puisque chaque profiler a sa propre patte. Et il ne sait pas, mais quand ils voient les résultats, là, ils ont compris et ils savent ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Et général, vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire ce que le profilage peut apporter à votre corps? D'abord, je salue tous les amis de la France. Je les écoute. Alors, je veux d'abord me féliciter d'avoir vécu aussi longtemps, parce qu'il y a un an, je ne connaissais pas Nadine Touzeau, je ne savais même pas que le profilage existait. Vous vous rendez compte, j'aurais pu mourir sans avoir connaissance de cela. Je m'en félicite parce que nous avons plusieurs contacts, plusieurs rencontres. J'étais surpris, mais agréablement surpris, pardon, et je pense qu'elle peut apporter beaucoup à tout le monde en particulier et l'armée en général. J'ai été vraiment impressionné lorsque je regarde quelques photos seulement. Elle m'a décrit des personnages dont j'avais l'intuition de ce qu'ils étaient, mais sans en avoir des preuves ou des raisons averties. Et là, j'étais vraiment ébahi. Alors, je ne sais pas si c'est également cartomancienne, j'en sais rien, mais vraiment, j'ai été admiratif du peu de performance que je lui connais. D'accord. Et donc, vous avez mis en application un travail ensemble ou c'est simplement une curiosité pour l'instant? Eh bien, dans un premier temps, elle m'a interviewé. Je ne crois pas qu'elle m'ait profilé, enfin, j'en sais rien. Oui. Elle me l'a caché. Bon, donc elle m'a interviewé une fois, et puis elle est revenue, on s'était déjà rencontrés avant, hein. Elle est revenue vers moi, semblant manifester à mon égard quelque intérêt, en particulier au regard des valeurs que nous partageons. Et c'est ce qui me semble fondamental. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici. Alors, peut-être qu'on va s'ennuyer parce que si on est tous des mêmes avis, comme dirait Martine Aubry, on s'emmerde quand on est tous pareils. Mais on peut être du même avis sur l'essentiel et avoir des angles de vue un peu différents.
Merci Général en tout cas. Et il est clair que oui, je profile tout le monde parce que je fais attention avec qui je suis. Et surtout du côté des résistants, parce qu'il y a beaucoup de faux résistants. Et après, derrière, si je peux apporter ma contribution pour que les choses s'améliorent, soient plus fiables surtout qu'on soit dans la fiabilité. Je suis de toute façon réputée pour ça, voilà. Mais je ne suis pas cartomancienne, cher Général. Notre métier est hyper cartésien, mais on n'est pas basé sur comme les mathématiques. En fait, c'est un autre langage, c'est un autre code, mais c'est super cartésien. Quand vous parlez des faux résistants, je vous rejoins complètement parce que souvent nous nous posons cette question, en qui peut-on faire confiance? C'est très compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Lors du premier contact, généralement, quand c'est prévu, les gens se montrent leurs meilleurs atours. Et puis quand on gratte un petit peu, on découvre l'autre. Moi qui ai 53 ans de mariage avec la même femme, je sais bien qu'au départ tout était rose, et après, les couleurs ont légèrement varié, mais on est toujours là ensemble. Ceci étant, je ne plaisante pas, quand on ne connaît pas bien les gens, comment peut-on travailler avec eux? Et pour leur faire confiance et que cette confiance soit partagée, ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette. Hein. Et je voulais savoir quelles sont les valeurs que vous partagez tous les deux, ça m'intéresse, même si j'ai déjà une petite idée. Mais... Je vais pas vous le dire. Je ne sais pas si je vais vous le dire, mais en tout cas, il y a le respect, la droiture, l'esprit de famille, la patrie, la notion de tout ce qui est valeur de l'humanité, du vivant, tout ce qui est pour le bien-être d'autrui, qu'on ne soit pas dans le jugement de valeur, qu'on ne soit pas à critiquer ou esbrouffer, faire du mal aux gens. L'argent n'est pas une valeur en soi, même si on en a besoin aujourd'hui parce que notre société est comme ça. C'est tout ce qui est vraiment humain, tout ce qui est puis les codes, des principes, des codes dans le respect, sans se mettre l'un au-dessus de l'autre. Il y a quand même un minimum de respect à avoir dans la tenue, dans le comportement, dans le langage, dans l'attitude que l'on doit avoir avec les uns les autres, de ne pas avoir des déviances comme on voit partout aujourd'hui, cette déchéance qui est innommable aujourd'hui, mais c'est fait exprès pour nous provoquer. Il ne faut pas rentrer dedans, parce qu'énergétiquement, on va dans leur sens. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dedans, il faut les laisser faire leur cirque. C'est leur cirque qui ne correspond qu'à 1 ou 2% de la population mondiale pour entraîner une autre population derrière, mais ils n'y arriveront pas. Donc, c'est toutes ces valeurs-là, à mon sens, que l'on partage. Il y a un profond respect de ce que la personne est, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle peut apporter sans compétition, sans quoi que ce soit. Puis cette notion de patrie, que je n'ai pas fait l'armée, mais je regrette s'il y a des gens qui sont morts pour notre pays, il y a des gens qui sont morts pour notre liberté, pour notre drapeau. Je réitère, nous sommes des otages de la Macronie, nous sommes français. Et quel que soit qu'on soit, quand on a une âme d'un pays, on n'est pas forcément né dans ce pays, mais en tout cas, on doit respecter ce qui correspond à la culture du pays. Si on veut mixer toutes les cultures, si on veut faire en sorte que les mélanges se fassent, ce n'est pas forcément un problème, à condition qu'on respecte la culture. Si c'est pour détruire la culture, ce qui est le cas actuellement en France, là, je dis non. Je dis non, vous rentrez chez vous. Vous nous foutez la paix, parce que moi, j'ai vécu dans d'autres pays. Je me suis acclimatée à la culture du pays et je n'ai pas imposé la mienne parce que je n'avais pas à le faire, tout simplement. Et bien, c'est pareil chez nous. Donc, et ça fait partie aussi de ces valeurs-là et je crois qu'il faut qu'on en parle aussi parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, ça fait des années que j'en parle et on me traite de raciste. Non, je ne suis pas raciste. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire que le Français est raciste parce que pour avoir vu ce que j'ai vu à l'étranger, je peux vous garantir que les plus racistes, ce n'est pas les Français, mais loin s'en faut, très loin s'en faut. Ça fait partie de ces valeurs-là aussi. C'est tout ce qui est gêne de notre pays, tous ceux qui ont fait partie de ce qu'on est aujourd'hui. Et toute cette transmission qu'on doit avancer et donner pour nos futurs, c'est-à-dire les descendants qui sont les nôtres, mais les nôtres, pas que de notre ventre à nous ou de nos familles, c'est tout le monde, pour qu'on laisse quelque chose de positif, une trace qui permette de déployer, de construire, de transmettre. Et on n'a plus tout ça, de se raccrocher aussi à des valeurs, de se raccrocher à pas des croyances, parce que énergétiquement, c'est pas bon, mais certains en ont besoin, mais de se raccrocher à quelque chose qui nous permet de dire on avance ensemble dans un partage commun de ces valeurs. Moi, je peux le résumer comme ça. Et je rajoute la patrie. Je rajoute cette patrie.
Je ne sais pas, Général, si vous êtes d'accord avec moi. Et pour vous, général, ça signifie quoi la patrie? Alors, ça signifie je suis très d'accord avec Nadine Touzeau. J'ai griffonné 3 mots au passage parce que ça peut durer longtemps. Je suis charnellement, viscéralement attaché à la France. Tout en étant de mère italienne. Si on commence à parler de la France, ça peut durer longtemps. La France, c'est l'Hexagone, bien sûr, c'est la population, c'est une civilisation, c'est pas n'importe quoi. Alors, quand vous parlez de ces différentes valeurs qui sont portées aussi par l'armée, par exemple, le mensonge est à écarter et c'est un motif d'incompréhension, de dispute. On sait très bien aujourd'hui que c'est le mode d'action préférentiel de nos gouvernants. Éric Branca le dit dans son livre L'ami américain, on nous ment en permanence. Un soldat ne peut pas mentir, ne peut pas se mentir pour 2 raisons. La première, c'est que c'est notre vie qui est en jeu. Quand je suis entré à Saint-Cyr, je savais que je pouvais être amené à donner ma vie, si les circonstances l'avaient exigé, pour la France. Je suis toujours là. Mais c'est quand même pas une banalité. Mais ce qui est encore plus important pour moi, qui était chef, c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos subordonnés. Car on est à même d'engager aussi la vie de nos subordonnés. Et ça, c'est colossal. J'ai un camarade de promotion qui commandait un régiment d'hélicoptères de combat lors de la guerre du Golfe. Il en parlait peu, mais un jour, j'ai attrapé une phrase au passage de ce qu'il disait. Il avait dit, je cite de mémoire, ma préoccupation principale, c'est de ramener tous mes mecs. C'est-à-dire que le chef militaire a vraiment le souci de ses subordonnés. Et à ce titre, il n'a pas besoin de dire c'est moi le chef. Les subordonnés le savent spontanément, s'il l'est vraiment. Voilà, donc le mensonge, c'est quelque chose qui ne peut pas exister pour un soldat. Et puis un troisième point que j'ai noté, ah oui, le racisme. Alors, c'est incroyable, mais quand on a fait toute une carrière dans l'armée, on ne peut pas être raciste. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, si on s'engage en risquant notre vie et celle de notre subordonné, on ne regarde pas la couleur de la peau de ces soldats, ou ses sensibilités, ou sa religion, que c'est encore. Dès lors qu'on y va, on y va. Alors, je donne souvent cette image un peu simpliste, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? À moi, il y a toujours le fantassin qui sommeille. Un lieutenant qui veut donner l'assaut, soit il a vraiment ses subordonnés en main au sens où il les connaît, il les aime et il les entraîne, et quand il dira l'assaut, tout le monde se lancera et même le protégera. Dans le cas contraire, il risque d'en prendre une dans le dos. C'est un peu réducteur, mais vous m'avez compris. Donc, le racisme, pour moi, c'est quelque chose qui est étranger à l'armée. D'ailleurs, l'archétype de ce que je dis, c'est les gens étrangers. Nous avons des gens qui viennent de partout, de toutes couleurs, de toutes, je ne veux pas dire de tout sexe quand même, hein, même s'ils seraient un peu à la bonne. Non, je ne crois pas. Non, mais c'est vraiment la symbiose de gens qui sont complètement différents et qu'on arrive à faire entrer dans une famille. Alors, souvent, ces gens-là ont des antécédents un peu difficiles. Mais je précise quand même un point qui est souvent méconnu. La Légion n'est pas là pour effacer les crimes de sang. Bon, celui qui a fait une bêtise, on est prêt à tourner la page, il s'engage. Il s'engage dans une famille. Et d'ailleurs, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent l'établissement de Puy-Loubier. C'est, en quelque sorte, les Invalides et la maison de retraite des légionnaires, qui a été financée par des officiers de Légion sur leur propre denier. Et lorsqu'un légionnaire a passé, s'il a passé 20 ans sous les ponts, quelle qu'en soit la raison, il peut, s'il le souhaite, rejoindre cette maison. Il sera accueilli. Évidemment, il a des règles, il devra participer à hauteur de ses compétences et de ses capacités, soit balayer le quartier, soit teigner la vigne, soit faire de la peinture sur porcelaine. C'est incroyable. Il y a des talents insoupçonnés chez les légionnaires. Je veux dire, c'est une grande famille de gens qui viennent de tous horizons, mais pas à n'importe quel prix.
Ils sont entrés dans cette famille grâce à des règles précises et non pas à la démagogie de leur chef. C'est une différence considérable, ce n'est pas un détail, car aujourd'hui, on s'étonne de ce qu'on constate dans notre société. Ben, si nos politiques avaient un peu plus de conviction et un peu plus de courage et fixaient des règles qu'ils respectent d'abord eux-mêmes et qu'ils fassent respecter, on n'en serait pas là. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, je ne veux pas monopoliser la parole. Quand les politiques sont un peu dans le désarroi, l'incertitude, ils vont chercher les militaires. Là encore, les exemples sont nombreux. Parce que nous avons des règles. S'il n'y a pas de règles simples, on ne peut pas vivre en société. Simplement. Je voulais vous demander à l'un et l'autre comment vous vivez ce que Nadine appelle une période d'usure et de mutation que nous sommes en train de traverser. Justement. Si tu permets, je vais juste faire un petit clin d'œil avant, parce que, encore une fois, je suis d'accord avec le général. Le général, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, je suis membre d'honneur de l'association des légionnaires AACLE à Marseille. Oh. Je salue d'ailleurs le colonel Llanos oui, et derrière, affiché derrière, mais on ne voit pas, tout en haut, voilà. Je salue d'ailleurs le colonel Llanos et toutes les membres de cette association. Je n'ai malheureusement pas le temps de les voir. J'ai malheureusement pas le temps d'être avec eux. Ils ont des conférences très intéressantes, des tas de choses, mais le temps ne me permet pas. Mais je suis très fière de cela et je les apprécie vraiment beaucoup. Donc, je voulais faire cet aparté parce que je sais que le général ne le sait pas. Mais j'ai rien demandé. Hein, voilà, on m'a nommé membre d'honneur et j'ai un petit diplôme d'honneur également, mais qui est pour moi précieux. Ça ne m'étonne pas. Ah, c'est gentil. Merci. Voilà. Excuse-moi Stéphanie, je t'en prie Nadine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur cette période d'usure et de mutation que toi tu étudies en fait depuis des années d'ailleurs. Alors si je puis, je vais prendre la parole si vous êtes d'accord général. Je vais commencer. Donc en fait, oui, j'étudie ça depuis des années. En réalité, c'est que ça fait très longtemps qu'ils mettent tout en place de façon à pouvoir nous encarter, nous manipuler, nous emmener vers un univers dans lequel ils ont tout programmé. Il fait que, tu sais, c'est vraiment, quand on parle de la notion de la grenouille chaude dans un pot, c'est exactement ça. Tu sais, que tu mets dans l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau et la grenouille reste dedans. C'est exactement ça, sauf qu'il y a toujours eu… Voilà, exactement. Tout le monde connaît cette image, je pense, dans les auditeurs. Ce qui fait que y a beaucoup de gens qui sont restés dans ce système-là et d'autres pas. Il y a toujours eu des rebelles. Il y en aura ce qu'on appelle des rebelles qui ne sont pas des rebelles. Parce qu'en fait, chaque profil est unique. Et on veut ranger les gens dans des cases. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur certains profils. Ça peut fonctionner sur plus de profils encore, mais un certain temps. Parce qu'il y a toujours ce naturel qui revient en galop. Mais ça ne peut pas fonctionner à terme, certainement pas à long terme. Ce qu'ils essayent de faire là ne fonctionnera pas. Quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas fonctionner. On va en laisser beaucoup sur le carreau, ça c'est sûr. Ça c'est inévitable. Ça se voit, ils font tout pour nous détruire. Ils font tout pour nous diminuer. Et ils travaillent beaucoup sur l'usure parce que beaucoup de personnes vivent depuis 4 ans ces problèmes. Pour eux, la vie a switché il y a 4 ans. Or, ça fait depuis bien plus longtemps que ça. Déjà, moi, en ce qui me concerne, ça fait très longtemps. Et je ne suis pas la seule. Je le sais bien, je vois déjà dans mes clients et dans mon entourage. Mais on est beaucoup moins nombreux que ceux qui ont compris depuis 4 ans, depuis le SRAS-CoV-2. Donc là, ils disent, ça fait 4 ans qu'on est en guerre, ça fait 4 ans qu'on est aisé, on en a ras-le-bol, etc. Ben, j'ai tendance à vous dire, c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'on vous emmène vers cette usure-là, pour la simple unique raison, c'est que plus vous serez fatigué, moins vous lutterez, plus ils vous attraperont, plus ils vous appréhenderont. Et c'est là où le côté militaire est vraiment pertinent, c'est qu'on va jusqu'au bout, main dans la main, comme l'a dit le général Cousteau, l'esprit d'équipe, l'esprit de fusion, l'esprit d'être ensemble pour avancer pour les mêmes raisons, en fait, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'est pas toujours en face. Il faut être loyaux, par contre, parce que le mensonge, en effet, moi, dans mon métier, ça ne me dérange pas le mensonge, c'est le pourquoi on ment. Dans mon métier, c'est toujours pertinent parce qu'évidemment, je découvre le mensonge et combien j'en découvre sans rien dire. Mais en effet, c'est d'être dans la loyauté. Pour moi, c'est vraiment cette notion de loyauté. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux résistants. Des gens qui ont surfé sur la vague de ces 4 ans pour se faire connaître, se valoriser, se mettre en avant,
buzzer, avoir énormément de vues sur les vidéos pour gagner de l'argent dessus, etc., etc. Et il y a des gens qui suivent ça. Alors de moins en moins, parce que je reçois de plus en plus de messages pour m'expliquer ce genre de choses, et je ne dois pas être la seule. Sachant que les vues sont truquées, hein, je réitère, j'ai encore quelqu'un qui m'a fait une réflexion dans la semaine. Oh, vos vidéos, il n'y a peut-être pas beaucoup de vues. Je dis oui, mais vous ne voyez pas quand ça passe de 5006 à 2000. Je dis moi, je l'ai vu en direct, hein, sur mes propres vidéos et je ne suis pas la seule. Je dis donc, ah bon, qui me fait, je dis oui, oui, c'est voilà. Donc, il faut vraiment, et je ne suis pas la seule, hein, il faut vraiment intégrer ces choses-là de façon à ce que cette résistance n'est pas uniquement de dire je résiste contre un système. C'est je résiste pour ma peau et celle des miens. Et celle des miens, ce n'est pas uniquement ma famille. C'est je résiste et donc je tiens. Je m'attends à ce qu'il soit encore plus violent, encore plus virulent, même à ce qu'il me liquide. Je m'en fous. Il y en a un autre qui prendra la place. Moi, je n'ai pas de problème, hein. S'il me liquide, ce n'est pas un souci. Il y aura la relève. Il y aura, d'une manière ou d'une autre, il y en aura d'autres. Différent, ce n'est pas grave. On lâche rien. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Regardez ce qui se passe à Mayotte. Regardez ce qui se passe même un peu partout. Je ne veux pas parler du côté de Gaza et d'Israël parce que c'est ultra complexe. J'ai un ami qui est né là-bas, hein, donc que le général connaît. Lui-même me dit c'est trop complexe pour en parler. C'est pour ça que je me refuse d'en parler. Mais c'est terrible ce qui se passe partout. Et c'est fait exprès pour nous décimer, nous détruire, mais surtout activer la peur. Et il ne faut pas se leurrer, ça peut arriver en France. Surtout pas se leurrer, parce que je pense même que c'est bientôt, pour bientôt. Donc, il faut résister. Et résister, c'est pas dire qu'est-ce que je vais faire chez moi pour ma petite télé, ma petite vacances d'été. Non, c'est se préparer intérieurement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Or, les gens, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, on est en guerre. On est en guerre. Personne ne se comporte comme si on était en guerre, de ce que je connais, à part les militaires. Moi, j'ai la chance d'avoir un père militaire qui m'a un peu formée aussi comme cela, qui était un commando béret noir parachutiste, voilà, officier, j'ai beaucoup été entourée d'un militaire, j'ai toujours été entourée d'ailleurs de militaires, je m'entends bien parce que c'est carré, c'est droit, c'est honnête. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, attention. En tout cas, ceux que j'ai autour de moi, c'est cela. Et j'ai un peu cette formation-là, et les gens qui m'écoutent, qui voient chez moi même comment je me comporte et tout, me disent mais t'es sûr que tu n'as pas fait l'armée? Mais non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas comme un militaire, je ne fonctionne pas, mais je me suis préparée. Et c'est des années de préparation, parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait péter. Parce que je savais que de toute façon, ça allait mal se passer. Et 2013, l'affaire de 2013 a accentué cela. J'essaie de le transmettre aux gens, mais on a, excusez-moi d'être un peu cru, mais on a des bisounours en face de nous. Ils n'ont rien compris. Ils vivent comme si tout allait bien et comme si tout allait s'arranger. Non, non et non. Là, on est dans une situation où c'est obligé de péter. Et ça fait un moment qu'on le voit. Et ça va bien péter. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Il y en a qui vont prendre les fourches. Il y en a qui vont prendre peut-être leur fusil. Il y en a qui vont prendre je ne sais quoi pour se défendre. Mais il y en a beaucoup qui ne sauront pas se défendre et qui vont paniquer. Et c'est là-dessus qu'ils jouent. Plus instaurer la peur, parce que plus vous avez peur, moins vous travaillez sur vous, moins vous sortez de cela, moins vous vous préparez. Or, il faut apprendre à bien dépasser tout cela. Vous savez, quand on est sur le terrain, moi, je me suis fait tirer dessus hein, par des kalachnikovs quand j'ai travaillé avec des gendarmes à Madagascar. Je suis très froide. Il y a eu plein de situations que j'ai vécues comme ça, je suis très froide. C'est après que j'évacue, mais pas sur le coup. Eh bien, il faut que tout le monde s'en sorte. Ce que disait le général. On n'avait pas de gilet pare-balles, on n'avait rien du tout. Hein. On s'est fait tirer dessus, Puis les herbes n'étaient pas très hautes où j'étais, hein, où on était. Je suis grande. Donc, et les autres aussi, il y en avait d'autres qui étaient grands. Eh bien, je peux vous garantir qu'on fait tout ce qu'il faut pour sauver sa peau. Mais on regarde les copains, qu'on travaille ensemble. Il y a eu personne de blessé, de mort même, mais ils ont été appréhendés, pas par moi parce que c'est pas mon devoir et c'est pas mon travail. Mais c'est pas évident. J'ai vécu plein de situations comme ça un petit peu particulières. Pourtant, je réitère, je n'ai pas fait l'armée, mais c'est pas évident. Mais ça apprend, c'est formateur aussi. Mais on a des réflexes. On forme des gens à développer ces réflexes-là, à les mettre dans des situations difficiles pour que derrière, ils puissent pouvoir appréhender sur des missions. Moi, j'avais des copains en OPEX, on discutait ensemble, j'entendais les balles, je restais froide.
Et au bout d'un moment, j'attendais, je dis: «Ça va? Ouais, ouais, attends, je suis occupée là. Je vois ça, tu veux que je te rappelle? Non, non, laisse». Ça pouvait durer 1 heure et après on évacuait ensemble. C'est il faut comprendre ça. Alors on le voit dans les films, on se dit Rambo, machin et cetera. C'est parfois pas trop loin de la réalité, hein. Mais, là, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas les moyens, on n'a pas de cartouches, les militaires, ils ont pas de moyens, ils ont rien du tout pour pouvoir se défendre, c'est 2 jours pour tenir. Par contre, toutes les milices et tout ça, là, elles sont suréquipées. Et cher général, que peut faire l'armée et quelle est sa position dans ce genre de situation? Enfin, quel peut être son rôle? Après, vous n'avez pas le droit de tout dire, j'imagine. De rien qu'en écoutant Nadine, on pourrait commenter ce qu'elle a dit en parlant tout l'après-midi. Bon, alors l'usure, c'est vrai, mais moi je suis relativement optimiste quand même. Parce que je dis souvent, plus on me met de bâtons dans les roues et plus ça me motive. Alors c'est pas le cas de tout le monde, je vais donner l'exemple après. Alors qu'est-ce que ça entraîne? Évidemment, c'est la peur, on connaît tout ça. Il faut absolument que nous, résistants, vrais résistants, nous agissions. Alors, il y a différents moyens d'agir. Le premier moyen, c'est l'éveil, le réveil. Il faut secouer, il faut réveiller les Français. Roupille, hein, pour la plupart. Hier, avant-hier, j'ai rencontré des gens qui me disent: ah, mais moi j'ai eu mes 3 picousses, maintenant c'est terminé. Je dis: attendez, vous avez l'inconvénient d'en avoir 3 et vous n'avez pas l'avantage d'avoir le format complet. Donc, vous êtes trompé 2 fois. Et je leur dis: savez-vous que ce produit miracle, Pfizer, il ne parle pas de vaccin, il parle de produit, n'a toujours pas reçu depuis 3 ans l'autorisation de mise sur le marché. Ah, savez-vous ça? Et on n'ose pas utiliser le mot vaccin parce qu'on nous a trompés. C'est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité puisqu'on a injecté des milliards de personnes sans leur consentement éclairé. Si le consentement est éclairé, ça ne me gêne absolument pas. Je ne vais pas apprécier, juger quelqu'un qui se fait injecter. Quelqu'un qui est prêt de se suicider, il vaut mieux qu'il risque la picouse pour retrouver du lien social et survivre. C'est un peu réducteur. Enfin, vous m'avez compris. Donc, il faut éveiller les gens. Alors, il y a des gens qui donnent des conférences, qui font des interviews, qui écrivent des articles, des livres. C'est incontournable. Je suis allé la semaine dernière à l'avant-première du film de Pierre Banerias, Les Survivants. C'est tout à fait remarquable à bien des égards. Alors, je me souviens d'une personne dans la salle. Alors, le thème général sur la pédocriminalité, les messes noires, j'en passe les meilleurs, toutes ces affaires glauques et plus glauques encore. Une personne disait: moi, j'ai été abusé quand j'étais jeune, inceste, etc. Mais aujourd'hui, j'ai 4 enfants qui sont bien installés dans la société. Elle a prononcé le mot de bobo. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur mère se bat contre ce qu'elle a subi et ce qui va à côté, alors qu'eux sont bien installés. En une génération, on a l'impression que, je ne vais pas dire tout le bénéfice, mais toute l'expérience de cette malheureuse épreuve a été oubliée. Et ça, je l'ai constaté d'ailleurs à bien d'autres endroits. Donc, les résistants ne doivent pas baisser les bras. Mais je suis optimiste, pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir et que vous nous imposez tout ce que l'on sait au travers du nouvel ordre mondial, on va faire de nous des robots, etc. Bon, vous connaissez. Ils sont dans les salons de la République. Ils se ramollissent. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de courage. Aujourd'hui, nous savons que certains ne sont pas du tout bien dans leurs bottes. Ils craignent la situation dont ils sont partiellement les causes. Ah, regardons les causes quand il y a un événement, hein, et en définir les responsabilités. Et ces gens-là, ils seront des victimes faciles. Quand je dis victimes, je m'entends, hein, je ne souhaite la mort de personne, de malheur à personne. Ils tomberont d'eux-mêmes face à leurs échecs et à la mollesse dans laquelle ils sont tombés à cause du luxe
dans lequel ils se vautrent. Alors, je reviens je veux dire un mot sur les survivantes. Les survivantes, comme l'a dit Bernarias, ce n'est pas une enquête, ce sont des témoignages. Et il y avait là, présentes, 6, 7, 8 femmes qui avaient été directement impliquées dans tous ces graves problèmes. Des femmes en chair et en os devant nous, qui ont témoigné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je connais une d'entre elles qui n'était pas présente, mais ancienne procureure, Martine Bouillon, qui devait témoigner ce soir, qui a écrit un livre, Le viol des anges, il y a 20 ou 25 ans, sur la pédocriminalité. Et à l'époque, me disait-elle, je la connais personnellement, il y avait 10% de magistrats qui pouvaient être inculpés. Aujourd'hui, il y en aurait le double. Bon, elle a eu le courage de témoigner. Évidemment, elle a eu des menaces de mort. Elle a été écartée au plan professionnel. Elle continue de se battre. Et cette femme n'a jamais eu d'enfant, ou plutôt elle n'en a jamais fait. Elle en a adopté 8 qui étaient d'anciennes victimes. Elle en a aidé une cinquantaine. Voilà. Elle a osé parler au risque de sa propre personne. Mais aujourd'hui, ces 7 ou 8 femmes qui étaient présentes lors du film, elles témoignent publiquement. Et ça, c'est tout à fait remarquable, parce que c'est un domaine qui est quasiment intraitable, parce qu'on sait très bien que les juges n'aiment pas traiter de problèmes de blanchiment d'argent de la drogue ou de pédocriminalité, parce que ces crimes brassent tellement d'argent que les bénéficiaires ont tous les pouvoirs, y compris de supprimer les gens. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent du bois et qui osent s'exprimer. Je dis chapeau. Alors, sur la scène, il n'y avait que des femmes. Je me posais la question, il y a aussi quelques hommes, mais ce sont notamment des mères de famille qui essaient de sauver leur enfant. Il y avait un témoignage d'une femme qui a réussi, mais ce qui est dramatique dans notre pays, et c'est ça que je voulais relever, c'est que quand elles engagent des poursuites, main courante ou plainte, les plaintes, la plupart du temps, sont classées sans suite. Pourquoi? Parce que la mafia dont j'ai souvent parlé, en recommandant de lire le livre La mafia de la Maison Blanche, mais qui va faire l'objet d'un livre sur le même sujet en France, je me souviens plus exactement des auteurs, ils sont ces jours-ci. La mafia est toute puissante. Elle infiltre tout. La justice, la police. Et donc ces femmes se trouvent face à des murs. Et malgré cela, elles continuent de se battre. Alors, elles sont d'autant plus en force qu'elles se connaissent, elles se serrent les coudes, elles luttent ensemble. Et pour les résistants, d'une manière plus générale, nous devons nous connaître, nous serrer les coudes, parce qu'un jour, ce pouvoir traître et criminel tombera. Alors, ce n'est pas nous de faire la révolution. Nous ne souhaitons pas le sang, ni le chaos. Mais si la conjoncture le permet, il faudra que nous nous connaissions et que nous serons à l'écoute pour aller dans le bon sens. Voilà, donc je suis relativement optimiste, peut-être pas dans l'immédiat. Alors vous parlez de mutation. Oui, je crois qu'on a vécu, enfin, dans l'histoire de l'humanité, on a vu beaucoup d'événements dramatiques, des empires qui ont disparu, hein, beaucoup de guerres, de malheurs, de drames. Aujourd'hui, je crois que c'est d'une autre essence. Je donne un exemple. Qu'est-ce qui était le plus dangereux pour la France? Je suis un peu provocateur, vous ne serez pas surpris. M. François Hollande ou Adolf Hitler? Ouh là là, je sens que des antennes commencent à vibrer. Hitler n'a pas voulu l'écouter, mais on l'a vu arriver. Je ne vais pas refaire l'histoire. Il a été battu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et la France a retrouvé une place dans le concert international des nations. Notre président, lui, hein, celui qui a dit qu'il avait trompé les Russes, d'ailleurs, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, parce que les Russes ont estimé qu'il les avait trompés en disant qu'il n'avait pas l'intention de respecter les accords de Minsk. Notre président, avec son air bonhomme et son casque de scooter, il a accepté la loi Taubira. Qu'est-ce que c'est que la loi Taubira? C'est le mariage pour tous. Que des gens, qu'ils soient hommes ou femmes, fricotent ou vivent ensemble,
c'est pas mon problème. Je veux pas savoir, c'est une affaire privée. Mais il a fait passer une loi pour légaliser cette affaire-là. Et je connais des hommes politiques dont je ne ferai pas la publicité, d'abord pas forcément très proches, qui disent, je les ai entendus, de ma seule oreille, maintenant les Français se sont habitués, on peut pas revenir sur la loi Taubira. Ils ne se rendent pas compte qu'en attaquant la famille, on attaque notre société au cœur. Au cœur. Il y a suffisamment de difficultés, de drames, de familles décomposées, recomposées. Là n'est pas la question. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, de légaliser et d'inciter. On voit actuellement la publicité qui est inqualifiable au sujet du parcours de la flamme. Hein. On continue, on fait une publicité mensongère, on fait une publicité de gens qui sont des cas particuliers, sur lesquels je ne penserai pas. Mais pourquoi veut-on mettre en avant ces cas particuliers et faire des cas particuliers la généralité? Voilà, donc l'usure, elle est là, mais on ne se serait pas abattre. Quant à la mutation, il faut continuer d'ouvrir les yeux des gens pour qu'ils se serrent les coudes, ils réagissent et ne se laissent pas imposer ce que nous refusons dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Pourquoi est-ce que notre président veut absolument nous imposer une Europe dont les Français n'ont pas voulu? Je vous rappelle le référendum de 2005, le traité de Lisbonne du traître M. Nicolas Sarkozy, mais il n'était pas le seul. Quasiment tous nos élus, nos représentants ont trahi. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui, alors que le peuple avait dit non. Et pourquoi notre président, qui continue sur la même lignée, veut nous imposer une Europe qui devait nous apporter des rivières de miel, de paix et de prospérité, qui nous amène là où nous en sommes aujourd'hui, et ça contre la vie des Français. Mais comme malheureusement la communication et son mode de gouvernance ou de gouvernement préférentiel, les Français ne se rendent même pas compte qu'ils sont trompés, manipulés au quotidien. Quel était l'état d'Europe, hein? Alors, les exemples sont nombreux. On a vu. D'ailleurs, je vais terminer parce que je ne veux pas monopoliser encore une fois. En France, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Il y a des choses qui progressent. Il faut être objectif. La dette, par exemple, progresse. Le déficit de la France progresse. Le nombre d'incarcérés dans les prisons progresse. Et tout le reste va mal. Bon. Alors, est-ce que les Français sont capables de se rendre compte de cela? Est-ce qu'ils vont se détacher de BFM TV? Je suis désolé, je n'ai pas de télévision à la maison. J'entends parler. Je le redis une fois, je n'ai pas de télévision, ça m'a évité d'attraper le Covid. À vous, chère madame. Nadine, vous voulez rebondir? Tu veux rebondir là-dessus ou je peux te poser la question d'après? Vas-y, tu rebondis. Je vais rebondir sur quelques points. Donc, bon, évidemment, je partage encore une fois ce que dit le général, mais bon, on se parle déjà comme ça en privé. Donc, on est déjà d'accord. Je vais juste rebondir sur un point, c'est qu'en comportement, de ce que j'analyse aujourd'hui, bien qu'on ne souhaite pas la guerre, hein, on soit d'accord, hein, on essaie toujours plutôt de la préparer. Hein. Revenons aussi à ce que dit Sun Tzu, hein, d'éviter la guerre, c'est de préparer la paix. Enfin, comme je suis dyslexique, des fois, j'inverse tout, mais je pense que vous avez compris. Là, ils savent qu'ils ont préparer la guerre, c'est vis pacem per bellum, c'est la devise de l'école de guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ça, voilà, exactement. Mais excusez-moi, comme je suis dyslexique, des fois, je inverse tout. Et là, j'ai une semaine bien chargée, donc du coup, ça s'accentue, en fait. Donc, désolée. Ce que je voulais dire, c'est que là, en comportement, on voit et ils savent qu'ils ont perdu. Ils le savent, hein, tous ces corrompus, déviants, pourris, pédophiles et tout ce que l'on veut là, qui ne sont pas nombreux hein, au regard de la population. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi c'est un truc que je dis depuis longtemps, on est plus nombreux qu'eux, oubliez. Comme ils savent qu'ils ont perdu, ils lâchent les chiens, entre guillemets. Alors, j'ai rien contre les chiens ou les animaux, mais c'est une expression un petit peu comme on a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où ils font tout pour aller encore plus loin dans la destruction. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui en comportement. Je réitère, on l'a vu dernièrement, pour moi, c'est une déclaration de guerre. Ce qu'elle fait, attention, je m'avance peut-être trop, mais ma vision que j'ai des choses, la Nouvelle-Calédonie,
Qu'est-ce qu'il a à foutre là-bas, là? C'est quoi le beans, là? C'est quoi l'histoire? On n'est juste pas chez nous, hein, donc il faut quand même pas l'oublier. Les Kanaks, enfin, c'est leur problème, c'est leur vie, ils veulent l'indépendance. Pour moi, c'est une forme de déclaration de guerre. On n'est plus à ça près avec ce qu'ils ont fait avec la Russie. Je ne vais pas débattre. Le général rebondira dessus s'il a envie, mais moi, je ne vais pas aller plus loin. Et là, donc, ça va être encore plus violent et virulent. C'est là où il faut faire très attention. On le voit, ça progresse de plus en plus. Et là, c'est ça il faut être super vigilant. C'est pour ça aussi la flamme olympique. Donc, dans la violence, c'est l'Eurovision. Je sais pas. Moi, je regarde pas non plus parce que j'ai une télé, mais c'est juste pour regarder des documentaires ou des films sympas, notamment des vieux films. Ça me détend des fois, et sinon, je regarde rien d'autre. Mais clairement, j'ai pas vu l'Eurovision, si ce n'est le gagnant, là, l'espèce de poule qui caquette là, avec ses plumes et tout le machin. Donc, c'est fait exprès pour provoquer. C'est ça aussi une forme de guerre. Ça fait partie de la guerre, ça aussi. C'est une violence parce que psychologiquement, ça martèle. Et ça fait mal pour les gens qui ont bien compris que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Il ne faut pas rentrer. Il y a ça aussi qu'il faut intégrer. Ce n'est pas uniquement la guerre avec des armes. Comme je disais au début, on est en guerre, mais l'ennemi ne s'identifie pas de la même manière que dans les guerres d'autrefois. Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus complexe, subtil et en même temps casse-pied. Donc, on ne fait pas la guerre de la même manière qu'autrefois. Pour ces points-là, pas pour les points comme il se passe dans les autres pays où c'est déclaré d'armes à armes, pour ainsi dire. La notion des pédophiles, pour rebondir dessus, ça aussi, c'est un sujet que je connais et je parle depuis longtemps. Je suis moi-même victime, hein, je l'ai dit dans des vidéos, donc je peux le redire, d'agressions sexuelles sur mineurs et majeurs. Et je salue Pierre, puisque je suis une ancienne de Hold Up. J'ai fait partie de Hold Up, donc je salue Pierre, il fait de l'excellent travail, Pierre Barnerias. Il y a une personne des forces de l'ordre, ils ont des réseaux, une personne des forces de l'ordre, une personne dans la magistrature et une autre personne dans le social. C'est toujours par réseau de 3. J'ai essayé de travailler sur plein de dossiers là-dessus pour essayer d'aider des personnes et ça n'était pas possible parce que c'est tellement infiltré que je pense qu'on mettait encore plus en danger les personnes. C'est super compliqué. C'est tellement verrouillé, les disparitions d'enfants qui ne reviennent pas, enfin, on laisse, moi j'ai eu des tas de cas aussi, j'ai vu des tas de choses où on laissait l'enfant chez le père pédophile et la mère, elle en devenait mais malade de chez malade. Et donc c'est inadmissible, ça fait des années, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Dans ce même cas, attaquer les familles ne date pas non plus uniquement de cette situation que vous avez évoquée, les mariages pour tous, là, avec Taubira. Je l'ai croisé un jour, c'est épouvantable. Donc ça aussi, celle-là, bon bref, ça date surtout, je pense, quand ils ont commencé à lancer le féminisme, à tort. Donc ils ont lancé le féminisme. D'ailleurs, le véganisme a été lancé de la même manière, hein, de la même façon par les Américains, pour pouvoir détruire l'humain et la famille. Donc là, en l'occurrence, le féminisme, la famille et la femme, en lui faisant croire qu'elle pouvait être l'égale de l'homme. Grave erreur. Grave erreur. Nous sommes complémentaires et c'est formidable, ça fonctionne très bien comme ça. Quand on sait le faire, quand on prend conscience de ce qu'on est, nous, femmes et vous, hommes, lorsqu'on est capable de mettre en place, sachant qu'on peut avoir un bout de masculinité, nous les femmes, et vous, un bout de féminité, à doser, bien évidemment, c'est extraordinaire toute cette magie qui peut se faire quand cette alchimie se met en place entre ces deux êtres si imparfaits, comme disait Alfred de Musset. Donc, je voulais rebondir là-dessus pour compléter les propos du général pour nos auditeurs, hein, bien sûr. Nadine, tu parles du néo-féminisme, on est d'accord? Pas du féminisme qui nous a permis quand même d'avoir le droit de vote et un compte en banque sans demander. Oui, non, des femmes qui veulent faire des bébés toutes seules, des femmes qui se disent. Oui, enfin, je sais pas, tu donnes le nom que tu veux, mais en effet, c'est cela. C'est pas dans le sens d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté de faire ce qu'on veut de notre vie, parce qu'en effet, on n'est pas une esclave, pas plus qu'un homme. Hein. Personne ne doit être esclave, et c'est chacun son choix. Même d'avoir des enfants seuls, c'est un choix personnel. Mais d'avoir incité les femmes dans ces voies-là, là, je suis contre. Là, je suis totalement contre. Selon toi, il y a de l'excès dans la propagande. Oui, mais de toute façon, toute propagande est excessive, de fait. Et Nadine, je voulais te demander ton avis de profiler sur la régularité ou non des élections, puisque certains disent on va s'en sortir par les urnes, point d'interrogation.
Alors déjà énergétiquement, c'est pas bon puisque ça met un poids sur quelqu'un en fait pour diriger. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je réitère pour ceux qui sont dans l'énergétique, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Moi, personne, j'estime qu'on a besoin plus de guides ou de consortiums de sages que de dirigeants. Ça, c'est mon opinion. Je réitère, ça n'engage que moi. Les élections, ça fait longtemps que c'est truqué. Moi, j'ai connu autrefois, justement par mon père notamment, on en parlait, qu'il faisait voter des morts. Ça existait déjà autrefois. On faisait voter des morts. C'est-à-dire, on mettait sur des listes électorales des votes, mais en fait, ils étaient au cimetière. Bon. Et j'ai eu une expérience quand je vivais en Bretagne, donc il y a à peu près 4 ans, je crois, je suis partie. Donc pour les élections présidentielles, donc moi, je n'ai pas été votée parce que je savais que ma voix ne serait pas entendue, que même si la personne pour qui j'aurais pu voter était en place, ils auraient fait ce qu'ils avaient voulu. Parce qu'en fait, il y a un programme qu'ils doivent suivre, ils ne le suivent pas, et c'est pour ça qu'on est censé voter. Je rappelle à l'origine. Et l'État nous doit beaucoup de choses, dont un travail, la santé, la sécurité, etc., etc. Donc c'est pour ça que je ne vote pas depuis très longtemps. Ma grand-mère qui avait voté, qui avait, qui avait scandé les pavés parisiens pour que les femmes votent, à chaque fois c'était un discours terrible entre elle et moi. Paix à son âme, mais c'était notre seule discordance. Donc on l'avait vu dans notre petit village, je crois qu'on était 800 habitants de mémoire, 800 et quelques. Donc on s'était parlé entre nous et on s'est dit, ah ben non, pas Macron, tout sauf Macron, mais pas Macron. Et en fait, Macron arrive en tête. Les gens, je dis oui, c'est normal, c'est normal. Il y a plein de solutions pour tricher sur les élections. Donc déjà, tout ce qui est Internet, c'est le cyber. Donc ça, c'est un sujet que je connais aussi puisque je suis chercheuse dans ce domaine, chercheuse internationale, hein, avec des théories scientifiques que j'ai développées, sur lesquelles certains pays d'ailleurs travaillent. Cette machine, entre guillemets, t'en fais ce que tu veux. Je suis désolée, c'est pas toi qui es maître derrière. T'en fais ce que tu veux. On a vu aussi des résultats qui ont été transmis par SMS. Pareil. Tu vois, il y a plein de choses. Et puis, plus tu mets des étapes entre un point A et un point X, par exemple, et plus tu as des risques pour quoi que ce soit, du reste. Donc, c'est pas possible d'y croire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des calculs sur les élections de celui qui squatte l'Élysée, là, et ils sont arrivés à 1,47 ou 2, et quelques. J'ai vu deux trucs passer. Mais en gros, ils ne dépassaient pas les 3%. Donc, je ne vois pas comment il aurait pu dépasser les 3% parce que le Français a tendance à voter sur ce qui le rassure. Donc, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Le Français est conservateur. Et on l'a vu aux États-Unis. Il y a des preuves d'ailleurs qui sont sorties maintenant, enfin. Mais les preuves, on les avait en fait depuis longtemps. C'est qu'il fallait que ça sorte juridiquement parce qu'on reste dans ce système où il faut évoluer comme ça. On l'a vu en Suisse. Dominion est très connu dans ce domaine-là. Et on l'a vu ailleurs. Simplement, c'est comme le reste, ça doit être étouffé. Et c'est un leurre de croire qu'aujourd'hui, on a une personne politique capable de nous sortir de là dans ceux qui se présentent dans les élections. Je parle de ceux qui sont, c'est un leurre. C'est un leurre. Alors, les gens pensent que c'est avec ça, ça va marcher, mais il y a des infiltrations partout. Il y a des tas d'infiltrations partout, c'est-à-dire que dans les partis politiques, dans les associations, dans tout ce que vous voulez, à partir du moment où on sent que ça peut déranger, on va créer, même si tu es dans l'opposition contrôlée, on va créer des profils où on va envoyer des profils dédiés pour derrière qu'ils fassent leur métier de taupe, quoi, qu'ils fassent du renseignement, et que derrière, ils manipulent de façon à ce que tout tombe. Ça, c'est pas nouveau, hein. C'est pas quelque chose. Une autre façon de truquer les élections, c'est de faire une propagande assez virulente en faveur d'un candidat. Exact. Donc ça, c'est le marketing, hein, c'est le marketing politique, où on utilise le comportemental des gens, on manipule sur le comportemental et le psychologique des gens en faisant croire que. Il y a un exemple, c'est Chirac avec Le Pen, je crois que c'est ça, où il y avait Le Pen qui était plus important que Chirac à une élection il y a quelque temps. Et donc tout le monde a dit que Le Pen était un raciste, que c'était un mauvais candidat. Je sais plus que. Enfin, il a été coiffé pour je ne sais pas combien d'hivers, à tort ou à raison, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, ça a complètement capoté l'élection. Mais ça, là encore une fois, ce n'est pas nouveau. C'est de la manipulation de masse. On appelle ça de la manipulation de masse. Ce sont des méthodes comportementales et marketing qu'on utilise. Notre métier peut manipuler ce que je refuse de faire et ce que je refuse que mes étudiants fassent. Ça, c'est interdit. Et vous, Général, vous pensez quoi du système électoral français? On va commencer par la dernière. Les élections, je ne les crois absolument pas. C'est donner au peuple l'impression qu'il participe à la décision. Le président actuel a dit lui-même qu'il avait été élu par effraction. Bon, on sait très bien, tout ça, c'est manipulé.
À l'élection européenne, on peut se dire, ça permet à certains d'accéder à la tribune. C'est vrai. Mais, Madame von der Leyen, pourtant, elle a été attaquée. Elle n'a jamais produit les SMS par lesquels elle a passé les 71 milliards de contrats avec Pfizer. Bon, passons. Donc, finalement, les élections, c'est de la poudre aux yeux. Un mot sur le féminisme, chères mesdames. Je pense que les féministes exacerbés, ne défendent pas la cause des femmes. Je ne peux que vous recommander un petit livre qui s'intitule Adieu Sibonne, écrit par Gabrielle Cluzel, la directrice en chef du Boulevard Voltaire. Il est tout à fait savoureux parce qu'il est écrit par une femme, il est piquant, et elle prend les arguments des féministes à contre-pied un par un. À la fin, elle dit qu'on avait compris que Simone, c'est Simone de Beauvoir. Passons. Un exemple concret. J'ai une épouse, toujours la même depuis 53 ans. Elle a abandonné progressivement son métier pour s'occuper de nos 6 enfants. Il faut dire qu'en déménageant 16 fois, il y avait des choix douloureux. Aux yeux de l'État, elle n'a rien fait de sa vie. Elle a aujourd'hui une pension de retraite de 503 € par mois. Je veux dire par là que les femmes travaillent, ça ne me gêne absolument pas. C'est pas un problème. Souvent, elles n'ont pas le choix de ne pas travailler. Et je connais beaucoup de cas. Voilà. Donc, les féministes, souvent, se trompent de combat. C'est de l'idéologie, encore une fois. Alors, au début, vous avez dit, Nadine, que les résistants étaient plus nombreux qu'on le pensait. En fait, la masse, qui ne dit pas grand-chose, le jour où le pouvoir va basculer, elle va aller du côté de ses intérêts. Tout le problème est de choisir le moment et le moyen pour cela. Et puis, je voudrais quand même dire un mot sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, j'ai passé 5 ans. J'ai passé mon bac en 1963. J'en garde un souvenir merveilleux. Mon père était gendarme, à vous, puis à la fois, commandant de brigade. Je me souviens de cette ambiance. Il m'amenait souvent dans les tribus. Guatemala, Grand Coulis, Petit Coulis, à Unjo, sur la mer, où était enterré un Milo. C'était fabuleux. Il m'amenait avec lui quand j'étais en vacances. Il y avait une ambiance et des liens tout à fait exceptionnels entre lui et les Kanaks. Et quand ils avaient fait une bêtise, il y avait des prisonniers qui logeaient à la gendarmerie, dans un local particulier. Alors ces gens-là, le jour, ils jardinaient, le soir, on jouait au ballon, et la nuit, ils dormaient dans le tôle. Nous, c'était le Pérou pour nous. Et un jour, il y a une petite fille qui est venue apporter un régime de banane à mon père en disant « Chef, c'est la paire de maman, elle a dit que tu as bien fait de mettre papa à l'abri, sinon il aurait continué à faire des bêtises. » Bon, ceci étant, en 80, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle s'est offusquée de ce que l'alcool était interdit dans les tribus. Je veux simplement rappeler que l'éradication des Indiens en Amérique du Nord s'est faite justement à cause de l'alcool, entre autres. Donc, d'une certaine façon, c'était les préserver. Alors, bon, on connaît les manières de faire des idéologues. Voilà. J'avais de très bons camarades. D'ailleurs, tous mes camarades d'enfance ou du lycée sont en Nouvelle-Calédonie. Et je les salue. Je ne sais pas si vous allez jusque-là. Un pays merveilleux. Il y a qu'un truc qui était embêtant, c'était les moustiques. Mais à l'époque, j'avais la chair tendre. Je peux vous raconter un tas d'anecdotes, mais c'est un pays merveilleux. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun peut vivre en paix. C'était le cas d'ailleurs, parce que les fameux colons dont on parle, je me souviens, la famille de Guatemala, des gens qui ont mouillé la chemise pour cultiver des terres qui n'étaient pas faites précédemment, parce que quand les Français sont arrivés là-bas, ben, les Kanaks se mangeaient encore entre eux. Désolé, c'est relaté. Bon, eh bien, le colon, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive sa terre. Quand il avait besoin, je pense que ça a changé, de quelques hommes, il s'adressait au chef. Il y a une hiérarchie, il y a le petit chef, le grand chef, et ça se passait très bien. Les gens, ils allaient cueillir le café ou autre chose, le temps qu'ils gagnent assez d'argent pour s'acheter l'objet de leur convoitise. C'était à l'époque, évidemment. Hein. Et puis, il y a le problème du nickel. Mais
Quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, on avait fait escale à Port-Vila, ancienne Nouvelle-Zébride, qui était un condominium franco-britannique. Depuis, c'est devenu le Vanuatu. Il serait intéressant d'aller voir comment ça se passe. On sait que c'est un paradis fiscal. Moi, je n'ai pas à m'immiscer dans ces affaires de la Nouvelle-Calédonie, mais les gens un peu avertis doivent bien savoir que nos amis anglo-saxons ont un œil lubrique face à ce trésor grâce à son nickel, ses minerais, son climat, la zone maritime. C'est fabuleux. C'est quand même une île qui fait 450 km de long pour l'île principale. Hein. Et alors, il y a des gens qui sont voraces à côté là. Le Japon, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. On a envie de nous faire sortir de l'hémisphère sud dans le Pacifique. Évident. Est-ce que, là, je pose la question à nos amis Kanaks. Moi, je n'ai que des amis là-bas. Hein. Kanaks comme Blanc, comme Caldoche, comme Zoreille. J'étais un Zoreille. Est-ce qu'ils seraient gagnants s'ils se retrouvaient indépendants? À part quelques-uns à qui on aurait graissé la patte pour qu'ils aillent dans le sens de ceux qui les auraient payés, est-ce que la population serait gagnante? Qu'ils regardent dans les pays décolonisés, qu'ils regardent au Vanuatu, où je n'ai jamais allé. Voilà. Alors, ça me fait beaucoup de peine que quelques éléments manipulés, évidemment, hein, aient fait ce qu'ils ont fait et qu'on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que toutes les forces de l'ordre qui vont là-bas, elles ne seront plus là pour sécuriser les Jeux Olympiques. C'est un petit détail qui doit quand même préoccuper nos gouvernants. Voilà. Donc, salut les Calédoniens. Merci. Oui, effectivement, les accords de paix de Nouméa sont remis en question, en fait. L'accord de paix de 1988. Oui, mais ça, lorsque on a interrogé il n'y a pas longtemps M. Manuel Valls sur la question, oh, il était Premier ministre, il a essayé de commander quelques Marocains en Catalogne, ça n'a pas marché, il revient, il est toujours en embuscade. Ils peuvent parler maintenant, évidemment. La situation d'aujourd'hui n'est que le résultat de ceux qui en ont conçu les causes, provoqué les causes. Pour quels intérêts, il faut leur demander. Je suis impitoyable face à ces politiques qui, au lieu de servir la France, la desservent pour des intérêts personnels ou idéologiques. Je suis désolé, je suis prêt à répéter ça devant n'importe quel tribunal. J'aurais une question pour vous, Général. Est-ce que l'armée, cette grande muette, est-ce qu'elle recèle en son sein et dans son secret des factieux? Ah, la grande muette. Voyez-vous, je me situe pendant toute ma carrière. J'ai été très discipliné. Quelquefois, je dis trop. Bon, aujourd'hui, je m'autorise à parler, d'autant que, à partir de 67 ans, on passe du statut de deuxième section au statut de la retraite. Et à ce titre, on perd les 10% d'abattements fiscaux dont on bénéficie jusqu'à 67 ans parce qu'on est rappelable au coup de sifflet. Donc, j'estime que c'était le prix à payer pour retrouver ma liberté de parole, tant que je l'ai perdu un jour. Alors, maintenant, je ne fais plus partie de la grande muette. Ce que je dis, et ce que j'écris, c'est ce que mes camarades actifs ne peuvent ni dire ni écrire. Ceci étant, le devoir de réserve qu'on nous met sur le museau, là, pour nous empêcher de parler, comme le masque, hein, c'est un alibi. La légalité ou le légalisme, on m'en pose la question souvent. Alors, en général, qu'est-ce que vous faites? Des blablas, des discours? Quand est-ce que. Non, je réponds imperturbablement. L'armée est loyale au pouvoir, elle est dans la légalité. En fait, je triche un petit peu. Pourquoi? Parce que le soldat a le devoir de désobéir à un ordre illégal. Si le soldat a obéi à un ordre illégal, il tombe lui-même dans l'illégalité. Un exemple, la picouse. On l'oblige, alors d'une manière très hypocrite, parce qu'on ne doit pas écrire noir sur blanc, mais on oblige les gens à se faire injecter. Et s'ils n'acceptent pas, soit, comme me l'écrivait il y a quelques jours un candidat à la Légion, il m'a dit j'ai frappé à la porte, comme je ne voulais pas mes 3 doses,
on a refusé ma candidature. Ou bien on met les gens dans un placard, leur carrière est en croix, ce qui explique que mais à tous les niveaux, hein, il y a une érosion de colonels, d'officiers subalternes, de sous-officiers, même des militaires du rang. Hein. J'ai eu beaucoup de cas à traiter, entre guillemets, des gens qui ne voulaient pas cette injection. Alors, on les oblige indirectement. C'est d'une grande hypocrisie. Mais en les obligeant, on est dans l'illégalité. Il y a des chefs qui, un jour, risquent d'avoir des comptes à rendre. Et c'est le sens de la lettre ouverte de M. Patrick Pazin. Je ne veux pas critiquer les grands chefs. C'est extrêmement difficile et délicat. Mais il s'adresse au chef d'état-major des armées en disant que si le président est intouchable par la justice en tant que président, eh bien, les autres ne sont pas intouchables. Ils auront peut-être à rendre des comptes. Donc, je ne voudrais pas me trouver à la place du général Burkhard, hein, qui n'a jamais dit « Ok, allez-y, avec ou sans picouse ». D'ailleurs, comment vous expliquez le fait que certains corps de métier n'étaient pas soumis à cette même obligation de picouse? Voilà, la police est syndiquée. Les transporteurs routiers sont syndiqués. Bon, j'en passe. Les enseignants sont syndiqués. L'armée n'est pas syndiquée. On n'a pas besoin de syndicats d'armée. Dans la mesure où les chefs sont bons, le chef, il s'occupe de ses subordonnés. Il n'y a pas besoin de syndicats. Alors, il y a des moyens de pression qui existent dans certaines corporations qui n'existent pas dans l'armée. L'armée, globalement, elle est loyale, évidemment. Elle est loyale au pouvoir, en particulier au chef des armées qui, en l'état actuel des institutions que se sont pourvues les Français, est le président de la République. C'est lui le chef des armées. Mais là encore, la question de l'obéissance, de la discipline, on pourra en parler longtemps. Je l'ai déjà dit en une autre occasion, je n'ai jamais servi un ministre, un président de la République. J'ai servi la France, mais j'ai obéi au président. Encore faut-il que les ordres soient légaux. Alors évidemment, si les ordres sont illégaux, il y a deux solutions. Soit on obéit quand même, on se met dans l'illégalité, soit on s'en va. Tu en penses quoi, Nadine, de ça? L'ordre illégal, la légalité, le droit ou le devoir de désobéir? Je suis pour. Moi, je suis totalement pour. C'est qu'à un moment donné, si on estime que notre vie est en danger, si on estime qu'on fait quelque chose qui est contre les valeurs, par exemple, de tuer les siens alors que les siens ne sont pas nos ennemis, si on estime que c'est un fou qui donne des ordres, si on estime que… Enfin, je veux dire, on ne peut pas donner tout le pouvoir à une seule personne. Personne n'est parfait et personne n'est capable de tout faire soi-même. C'est toujours bien d'avoir un effet miroir ou un regard différent qui nous rappelle que là, on est à côté de la plaque, on n'a pas pris une bonne décision, on a dit quelque chose qui n'est pas bon, on se comporte mal et ainsi de suite. Et il faut l'accepter, ce genre de choses. Le problème, c'est que le pouvoir, cette notion de pouvoir entrave la possibilité de la remise en question. Plus les gens montent, plus ils ont la possibilité d'être dans le pouvoir, mais c'est ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont devant comme ça en admiration, oh là là, c'est le président quand même, il ne faut pas rien faire. Non, pour moi, c'est qu'un pauvre type qui squatte les… Voilà, non, ce n'est pas mon président. Je suis en otage de la Macronie. Je suis prisonnière de la Macronie. Je suis française. Il n'y a pas de président. Il n'y a rien du tout. Et c'est pareil pour les sinistres, là, et tout ça, pour reprendre l'expression de Coluche qui était très juste. C'est non. Je ne leur donnerai aucune énergie, rien. Ils n'auront rien de moi. C'est tout. Ou le strict minimum que je suis obligée de donner, comme payer mes impôts, payer ce que je dois payer, mais c'est tout. Et ça, c'est hors de question. Je ne leur donnerai pas de légitimité parce que ce ne sont pas des êtres humains dignes d'humanisme, dignes de reconnaissance, dignes de loyauté, dignes de quoi que ce soit, en fait. Pour moi, ça sort de tout. Donc, oui, j'estime que les militaires, depuis longtemps, j'ai discuté en off avec des gens de la DGSE, on se faisait des rendez-vous comme ça. Nadine, il faut que je te parle. Écoute, j'en peux plus de ce système, je fais quoi? Je démissionne. Ça date de 10 ans, ça au moins, ou plus. Et ça a continué. Des militaires, des gens qui étaient dans des unités spéciales, qui faisaient quasiment que de l'OPEX. On discutait tout le temps de ça. Et il y avait ceux qui étaient non bornés. Je fais ma mission. Je dis, mais vous réfléchissez. Je sais pas, moi, il y a des gens qui m'ont raconté des histoires. On a fait des missions, on nous a dit que c'était des terroristes. Mais en fait, non, c'était des ouvriers qu'on a butés. Parce que l'État voulait la mainmise sur quelque chose.
Je dis, mais les gars, à un moment donné, vous n'avez pas dit, faut arrêter? Ben non, parce que un salaire, parce que, toujours. Mais les excuses sont faciles à trouver. Être lâche, c'est plus facile que d'être courageux, que d'être digne, d'avoir la foi en soi. C'est beaucoup plus facile d'être lâche. Et moi, je dis non. Moi, j'ai toujours, et de toute façon, j'ai toujours eu ce caractère qui s'est développé à force des coups que j'ai pris dans la vie. Ça ne me pose aucun problème. C'est ce que disait le général tout à l'heure. À la limite, c'est ce qui nous permet de nous développer, de nous améliorer, et ainsi de suite. Ça nous remet en question. Et c'est pas plus mal. Hein. On dit des fois de prendre des coups de pied dans les fesses aussi. C'est pas, même si on les a pas mérités, c'est pas grave. Eh bien, il faut arriver à transcender, à dépasser tout ça. Mais la dignité, c'est quand même pas rien. Donc, moi, je vais me regarder droit dans les yeux tous les soirs dans la glace. C'est non. C'est hors de question. Moi, j'aurais été militaire il y a longtemps que j'aurais démissionné ou j'aurais simplement dit, vous n'allez pas me donner les ordres parce que vous êtes complètement starbé. Je ne vais pas tuer quelqu'un, je ne vais pas faire ça. Les gens, le problème du militaire, c'est qu'il écoute les ordres, il respecte les ordres. Les parties de la culture, le militaire. Mais la difficulté, c'est qu'il ne remet pas en cause l'ordre, il ne réfléchit pas sur l'ordre, savoir si c'est un ordre qui est vraiment fait pour ce pourquoi il a signé. C'est ça le truc. Et c'est quand on regarde dans l'histoire, ça n'a pas toujours existé. Le militaire, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est pas aimé, n'est plus aimé, sauf certains, comme le général, par exemple. Là, oui, mais globalement, il n'a plus du tout la cote. Alors qu'autrefois, si, général, je vous confirme. si. Mais il n'a plus du tout la cote aujourd'hui, le militaire. On n'attend plus après lui. C'est l'agriculteur qui a la cote aujourd'hui. C'est le gilet jaune qui a la cote. On l'a vu s'en prendre au gilet jaune, par exemple, ça a entaché une réputation sérieusement. Général, je vous ai vu prendre des notes pendant que Nadine s'exprimait. Vous voulez réagir? Ah oui. Bon, ce que vous disiez au départ, là, le président agit seul. Il se croit parfait. Mais non, nul n'est parfait. Je me souviens qu'à une époque, M. Sarkozy était président de la République et il voulait supprimer le droit de grâce dont bénéficiait le président. Mais je pense que c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, ce n'est pas entré en vigueur. Pourquoi? Parce que l'ordre judiciaire, ça existe de tout temps. L'homme n'est pas parfait. Et le droit de grâce, finalement, c'est le joker qui permet au président il y a un doute, de sauver quelqu'un qui est peut-être innocent. Voilà, donc les chefs sont quelquefois trop conscients de leurs valeurs. Alors, dans le même état d'esprit, le chef, en particulier le nôtre, Jupiter, travaille seul. Et vous savez, chez les cavaliers, il y a une boutade, hein, il dit paumer mais grouper. Eh bien, je dirais qu'en Macronie, on pourrait dire dans le mur mais grouper. Pourquoi? Parce que le président nous amène dans le mur. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Il demande aux agriculteurs, aux personnels soignants, j'en passe. Bon, mais on a tous ces hommes et femmes liges qui cautionnent parce qu'ils sont là pour la gamelle, il faut dire, y compris les élus du Parlement pour la plupart. J'ai déjà parlé de ça. J'estime que la plupart sont des godillots. Hein, et je vais parler en particulier lorsque on a fourni des moyens militaires prélevés sur notre propre défense à une puissance étrangère, ce qui est en contradiction flagrante avec l'article 411.3 du Code pénal, dans lequel on s'interdit de faire ça, parce que sinon on affaiblit notre armée. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a fourni des moyens militaires à l'Ukraine, c'est un choix politique. On les a prélevés sur notre armée. Et en même temps, l'option d'envoyer des troupes de sol n'est pas exclue. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, il y a pas très longtemps, 15 jours, 3 semaines, j'ai porté plainte devant la Cour de justice de la République contre 3 ministres au motif de la violation de cet article. Je ne suis pas le seul. Le général Pellizzari a fait la même chose. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? On m'a répondu par retour du courrier que je n'avais pas subi de préjudice personnel, donc ma plainte était irrecevable. C'est-à-dire que pour la commission des requêtes, ce sont des gens hors sol, des technocrates qui ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas compris, je ne demande pas de dommages et intérêts. Je parle pour mes camarades d'active
qu'on menace d'envoyer en Ukraine, mais dont on prive des canons ou des munitions dont ils auraient besoin. Eh bien, la Cour de justice de la République considère qu'il n'y a pas de préjudice. C'est une honte. Alors, un dernier point, vous parlez de démission, évidemment, c'est très compliqué. Pendant ma carrière, j'ai toujours tout donné à mon métier. Et parce que j'étais capitaine, on me disait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le peuple de Russie, etc. Le monde communiste. Moi, je le croyais. C'est peut-être un peu le cas. Et en 81, le président arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'en va, soit on reste. Ben oui, j'avais le nez dans le bidon. 6 gamins sur le bagage. Une madame, je ne sais pas où, bon, elle suivait quand même. Je suis resté. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de colonels qui sont partis, d'autres qui se posent des questions. Je leur dis, il faut rester. Pourquoi? Parce que le président va passer, les hommes et les femmes vont passer, la France restera. Une armée, ça ne se reconstruit pas comme ça. Donc, je salue des gens qui, comme le colonel Hogar, qui est un ami, dont j'ai les bouquins, a démissionné au Kosovo quand il a pris conscience qu'il ne travaillait pas pour la France, mais pour la CIA. Jacques, chapeau, il faut le faire. Colonel de Légion, une allée étoilée devant lui, il est parti. Bon, mais je ne jette pas la pierre ni à ceux qui restent, ni à ceux qui partent. Certains font preuve de courage, je les salue, mais il faut que la plupart restent pour continuer. Vous savez, à une époque, on a supprimé dans l'armée de terre un organisme spécialité dans le renseignement, dont j'ai oublié le nom, pour en faire un organisme interarmé. On s'est rapidement rendu compte, au bout d'un an ou deux, qu'il y avait des choses spécifiques à l'armée de terre qu'on ne retrouvait plus. Pour remettre ça en route, c'est pas évident. Il faut du temps. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde démissionne aujourd'hui à cause du président, que je ne qualifierais pas, qu'est-ce qui va rester? L'armée ne va pas se reconstituer comme ça. D'autant que l'armée française, qui est à l'os selon certains ou squelettique selon d'autres, a quand même des savoir-faire unanimement reconnus. C'est une des meilleures armées du monde, hein, et qui a du personnel remarquable, même des matériels. Donc, on ne peut pas, comme ça, d'un revers de main, l'effacer de la carte. Donc, il y a des problèmes de conscience qui se posent. Je respecte les décisions de chacun, mais ça n'est pas facile. Alors, on m'a dit, vous regardez dans la glace le soir, moi c'est le matin. Et vous n'avez pas besoin de vous raser, vous. Non, pas encore. Nadine, tu veux réagir ou je peux te poser la dernière question? Mais je suis assez d'accord avec ce que dit le général. C'est que vrai que moi, mon caractère, je ne peux pas, je démissionnerai parce que je n'ai pas ce caractère de pouvoir, entre guillemets, résister face à cette cohue de corruption et compagnie. Moi, je ne pourrais pas. Mais il a raison. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Mais en fait, c'est un dilemme. Je pense que c'est juste un dilemme, un cas de conscience. Il a raison. C'est compliqué. Et puis en plus, il faut comprendre aussi toujours cette notion de nourrir sa famille. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit, bien sûr. Je t'en prie pour la question. Pour finir avec vous deux, Nadine, pour commencer, puis après on demandera la réaction du général, tu as étudié le cas de cette confrérie, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle la franc-maçonnerie, et tu as tendance à me dire qu'ils ne se ressemblent pas tous, les francs-maçons. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, toi qui es profiler? Alors, tu sais, je n'ai pas étudié tous les francs-maçons. Je ne sais pas. Bon, personnellement, je n'aime pas tout ce qui cloisonne. Donc, déjà, tout ce qui est confrérie, tout ça, je n'aime pas parce que tu as des rites, tu as des croyances, tu as des obligations, tu es en suivi avec un ensemble de personnes et donc redevable. Tout ça, moi, ça ne me convient pas. Je suis contre. Pour moi, on doit être relativement libre. Après, on peut avoir une notion de devoir quelque chose à quelqu'un, mais il faut que ce soit par exemple devoir la vie. Par exemple, si quelqu'un t'a sauvé la vie, ben, on n'est pas obligé de devoir la vie pour autant. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de se dire quand même, bon, cette personne a donné sa vie pour moi ou a donné quelque chose pour que je sois en vie. Enfin voilà. Mais j'aime pas trop cette notion-là. J'ai plutôt ce côté
libre, en fait, d'être autonome, d'être libre, de ne pas avoir d'appartenance à ce niveau-là. En tout cas, j'aime pas les trucs, moi, qui m'enchaînent. Et je pense que pour l'humain, c'est pas bon. Je crois que une partie de ce réseau peut quand même œuvrer pour le bien commun. Ça. À l'origine, ils sont souvent dans cet univers-là pour même améliorer, même voir aller dans la spiritualité. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de francs-maçons très mauvais, mais comme il y a beaucoup dans des corporations de gens très mauvais, il y en a partout, et très peu de bons. Moi, j'en connais des francs-maçons qui sont très bien, mais on le voit, ils ont des obligations, ils ont des. Et ça, c'est pas mon truc. Parce qu'on ne sait pas après comment il peut être manipulé au regard de cela. Dès que tu n'as pas la main sur toi, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu vois, c'est ça que j'aime pas du tout. Et après, il y a des obédiences, je crois qu'on appelle comme ça, des loges plus exactement, qui ont des vrais, comment dire, des vraies valeurs, qui travaillent vraiment sur l'humanité, qui font des belles choses pour des gens, pour des associations, j'en sais rien. Je l'ai vu, mais toujours pareil, quels sont les profils qui sont derrière, qui manipulent qui, de quelle manière. C'est ça le problème. C'est que, et tout est infiltré. Donc, de quelle manière c'est infiltré, dans quel but? Tu vois, c'est ça que de toute façon, j'ai un métier qui doit être le plus libre possible. On n'a pas de chaîne, on n'a pas de truc comme ça pour ne pas être jugé parti. Ça me correspond et me convient parfaitement. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui sont obligées de. Mais de là à dire on recrute quelqu'un parce qu'il est franc-maçon, non. Ça, je ne suis pas d'accord, tu vois. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On met à des postes des personnes parce que. Et là, je dis non. Là, c'est pas normal, c'est de la discrimination. Tu vois, c'est très tendancieux. Alors, les gens sont très en colère pour la franc-maçonnerie. Je n'ai de cesse de leur dire arrêtez de. On jette, enfin, faut pas tout voir tout noir ou tout blanc. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, on peut se tromper. On peut avoir fait une erreur. On parlait des légionnaires tout à l'heure. Attendez, encore une fois, on n'est pas parfait. C'est ça le chemin de vie. Si on apprend. Ah oui, non, mais c'est un échec, une erreur. Non, on recommence. Rappelez-vous, la première fois, enfin, vous ne vous rappelez pas, mais quand vous avez marché, vous êtes tombé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes relevé. Ben, c'est ça la vie. C'est ça, c'est tout bête. Donc on apprend. On apprend de nos erreurs. Et l'idée, c'est d'être de moins en moins dans l'erreur en vieillissant. C'est d'apprendre toujours, mais en étant plus, ayant plus de discernement, d'esprit analytique, etc., pour savoir si on va faire quelque chose qui est bien ou pas bien. Et la franc-maçonnerie n'est pas forcément quelque chose comme les chevaliers de Malles, comme tout ça. Toujours pareil, il y a beaucoup à redire aujourd'hui puisqu'on voit les résultats, mais c'est peut-être aussi le fruit d'un certain nombre de personnes qui montrent cette facette-là. Il faut travailler dessus, il faut creuser, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et en général, vous en pensez quoi, vous? Bien, la franc-maçonnerie, j'ai été sollicité qu'une fois. J'ai dû comprendre rapidement que j'étais résistant. Bon, ce qui me déplaît dans cette affaire, c'est le secret dans lequel ils travaillent. Quand on forme des groupes pour réfléchir à des questions, quelles qu'elles soient, ça ne me choque pas. Mais pourquoi? Quelles sont leurs intentions? Vous savez, alors je suis d'accord avec Nadine en disant que rien n'est tout noir, n'est tout blanc, parce que peut-être que c'est l'âge, je me ramollis, mais j'étais un peu trop manichéen à une époque vis-à-vis des francs-maçons. Je pense qu'il y a de tout, comme partout. Le baiser de Judas est l'exemple type d'un acte qui est bon en soi, mais qui, par l'intention avec laquelle il est posé, est mauvais, puisque Judas embrassait le Christ son maître pour le trahir, pour le vendre. Donc, quelles sont les intentions des francs-maçons? On ne les connaît pas forcément, sauf quand ils se dévoilent, qu'on surprend leurs intentions. J'aime que les choses soient claires, carte sur table, qu'on ose se dire les choses, et non pas qu'on tire les ficelles en coulisses. Alors évidemment, il y a tout, il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt personnel, pour progresser, d'autres des mentent, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui sont généreux, avec des marchepieds que sont certains clubs, je ne citerai pas, qui sont les entrées quasi incontournables, mais qui ne mènent pas forcément à la franc-maçonnerie. Voilà, donc je suis très réticent. Hein. Quand on est clair, on ne se cache pas. On montre les choses, en tout cas, on dit les choses, on ne fait pas les choses en secret, en traître. Hein, quand on ouvre les archives, on comprend tout de suite. Voilà, donc je ne suis pas favorable à ces instances.
Mais après tout, il y a des gens qui ne sont pas forcément mauvais là-dedans. Je me permettrais de rebondir en disant que de toute façon, c'est des fusions aussi de plusieurs instances diverses et variées qui vont, je ne sais pas si il y a un petit coupure ou non, c'est bon. Je disais, il y a une fusion entre des instances pas uniquement franc-maçonnes, déjà la fusion franc-maçonnerie Illuminati, par exemple. Il y a tout un ensemble de choses comme ça, des imbroglios en fait de plusieurs instances qui œuvrent dans des intérêts communs en fait. Et c'est ça qui est encore plus dangereux en réalité. C'est ça aussi qui peut donner une image de façade, c'est la franc-maçonnerie, mais en fait, il y a plein de choses derrière aussi. Mais bon, moi, je suis pas pour non plus. J'ai aussi été approchée et pas pour moi. En tout cas, je voudrais vous dire un grand merci pour cet échange riche entre deux professionnels droits dans leurs bottes, comme on peut dire, face à l'adversité. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci, Général. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent pour la France. Vive la France. Oui.